Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la méthodologie de la contraction et de l'essai. Le jour du bac, tu auras le choix entre le commentaire et la contraction et l'essai. Pour faire la contraction et l'essai, si tu le choisis, tu auras 4 heures. Donc tu dois toi-même gérer ton temps. Le mieux c'est de faire 2 heures la contraction, 2 heures l'essai, mais il n'y aura personne pour te dire quand passer à l'essai, quand arrêter la contraction. C'est à toi d'avoir une montre et de gérer ton temps. Donc ça déjà, première chose à savoir. Deuxième chose, c'est que la contraction et l'essai sera toujours à propos de l'œuvre que tu as étudiée en classe en littérature d'idées. Donc par exemple, avec mes élèves, on a fait Olympe de Gouges, et donc la contraction et l'essai sera sur le thème écrire et combattre pour l'égalité. Ça c'est sûr. Donc ça dépend de ce que toi tu as étudié pendant l'année en littérature d'idées. Je vais passer maintenant à la méthodologie de la contraction. Le but de la contraction, c'est de réduire au quart un texte d'argumentation du XXe ou du XXIe siècle qui fait à peu près 1000 mots, en reformulant les idées de l'auteur de manière plus concise, plus brève, plus courte, et en gardant la même situation d'énonciation, c'est-à-dire de réécrire le texte comme si tu étais l'auteur de ce texte et que tu voulais en faire une version plus courte. Moi, je te conseille de passer un grand temps au brouillon. D'abord, de lire le texte et de te poser la question, quel est le thème de ce texte, c'est de quoi ça parle, et quel est l'avis de l'auteur sur le sujet. Ça te permet déjà d'éviter un grand nombre de hors-sujets dans ta contraction. Deuxième étape, c'est de découper le texte en mouvements, en moments importants dans la progression de la pensée de l'auteur, et de donner un titre pour chacun de ces mouvements. Ça va te permettre déjà de reformuler et de trouver les idées importantes du texte pour éviter ensuite de les oublier et de faire du hors-sujet. Troisième chose que tu dois faire dans ton brouillon, c'est de comprendre la situation d'énonciation. C'est-à-dire qui parle à qui et comment et où et quand en gros. Donc en gros, il faut que tu repères les pronoms. C'est-à-dire que si l'auteur dit je, il va falloir que toi aussi dans ton texte tu utilises la première personne. S'il parle souvent au lecteur à la deuxième personne, toi aussi tu vas devoir utiliser tu pour parler au lecteur et ainsi de suite. Si par exemple il utilise beaucoup le présent, il va falloir que toi aussi dans ta contraction tu utilises beaucoup le présent. Pour le passé pareil, pour le futur c'est pareil. Ça c'est très important puisque tu es censé réécrire le texte comme si c'était l'auteur qui avait écrit une version plus courte de son propre texte. Ensuite, une fois que tu as fait ça, pour chaque mouvement que tu as repéré dans le texte, je te conseille de faire une liste sous forme de prise de notes des idées importantes de chaque mouvement. Ça va te permettre de te détacher du texte de l'auteur quand tu vas écrire ta contraction et donc de ne pas avoir la tentation de reformuler phrase par phrase le texte de l'auteur et ça, il faut absolument ne pas le faire. On attend de toi que tu résumes les idées et non les phrases de l'auteur. D'accord ? Une idée d'un auteur, elle peut être sur plusieurs phrases. Par exemple, l'auteur peut l'avoir détaillée en 3 phrases, peut-être même en 4 phrases, ou même un paragraphe entier. Et toi, tu vas devoir le réduire en une seule phrase pour être beaucoup plus concis, bref, court. Une fois que tu as fait tout ce travail de préparation, tu peux passer à la rédaction. Ce premier jet, cette première rédaction de ta contraction, il faut que tu la fasses au brouillon parce que tu vas devoir la retravailler. Premièrement, tu dois faire attention de reformuler chaque mouvement en un paragraphe, en n'oubliant aucune des idées importantes et en reformulant les idées dans la progression du texte. C'est-à-dire que la première idée de l'auteur, ça doit être aussi la première idée que tu reformules. Je te conseille aussi de compter les mots au fur et à mesure de ta copie pour ne pas te retrouver à la toute fin de ta contraction et devoir tout reprendre pour être dans les limites qui te sont imposées. Je te rappelle que tu dois réduire au quart le texte et que le nombre de mots que tu utilises fait partie de la notation de la contraction.
Tu dois reformuler les idées de manière plus courte et non pas les phrases de l'auteur. Et ça va te permettre de ne pas avoir envie de reprendre les mêmes mots que l'auteur. Et n'oublie pas non plus, quand tu rédiges ta contraction, de respecter la situation d'énonciation, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes pronoms et d'utiliser les mêmes temps verbaux, pour faire court. Si tu dépasses le nombre de mots limite, il faut absolument que tu reprennes certains passages de ta contraction et que tu reformules, que tu trouves des moyens de reformuler tes phrases de manière plus concise. Peut-être que tu as fait 2 phrases au lieu d'une, que tu peux trouver un moyen, que finalement tu as trop détaillé une idée qui n'est pas si importante dans le texte. Donc il y a tout un travail de correction, d'amélioration de ta contraction à ce moment-là. Une fois que tu as tout arrangé, que tu es au bon nombre de mots, tu peux recopier ta contraction sur ta feuille d'examen. N'oublie pas qu'un paragraphe commence par un alinéa, c'est-à-dire que tu dois laisser 3 carreaux par rapport à la marge à chaque début de paragraphe et que pour montrer les paragraphes, tu dois aller à la ligne à chaque nouveau paragraphe. N'oublie pas surtout de te relire à la fin de ta contraction, c'est très important pour enlever les fautes pour corriger les fautes d'orthographe, pour vérifier qu'il n'y a pas des phrases qui ne veulent rien dire, pour vérifier aussi que tu n'aurais pas oublié des mots importants. Et surtout, tu dois indiquer tous les 50 mots par un slash afin de montrer à l'examinateur que tu as bien compté le nombre de mots qu'il fallait dans le texte. Et à la fin de ta contraction, tu dois écrire entre parenthèses le nombre de mots que tu as utilisés dans ta contraction. Ça fait partie de la notation, donc n'oublie pas de faire ça, c'est très important. Je vais passer maintenant à l'essai. Alors le but de l'essai, c'est de répondre à une question qui fait débat sur le thème du parcours associé à l'œuvre de littérature d'idées que tu as étudiée. Normalement, l'essai a aussi un lien avec le texte de la contraction. Par exemple, mes élèves, c'est sûr qu'ils auront un essai autour de la question de écrire et combattre pour l'égalité. Ça te permet de savoir déjà un peu ce que tu dois réviser dans tes cours pour te préparer à l'essai. Tu dois répondre à cette question qui t'est posée par une réflexion nuancée, argumentée et illustrée par des exemples très précis. Mais je vais revenir sur chacun de ces aspects-là ensuite. Alors, comme pour la contraction, il y a un long moment au brouillon. La première étape au brouillon, c'est d'analyser le sujet pour être sûr que tu vas bien répondre à la question posée et pas à autre chose et que tu ne vas pas faire de hors-sujet ou que tu ne vas pas mal comprendre la question et faire des contresens du coup. Donc, pour analyser le sujet, il faut déjà que tu repères les mots-clés, les mots importants du sujet et que tu essayes de les définir ou de leur trouver des synonymes. Une fois que tu as fait cet effort d'explication du sujet, tu peux reformuler la question avec tes propres mots. Cette étape-là, elle est importante parce qu'elle va aussi te permettre d'avoir une introduction intéressante ensuite dans ta copie. Mais j'y reviendrai. Deuxième étape, une fois que tu as fait ça, que tu as compris la question à laquelle tu devais répondre, tu dois te forger un avis. Et c'est un avis argumenté. Tu dois trouver des arguments pour convaincre l'examinateur que ton avis a du poids, qu'il est intéressant, qu'il est bien formulé, qu'il est bien pensé, qu'il est approfondi. Une fois que tu as trouvé des arguments, tu peux passer à l'étape 3, quoique l'étape 2 et l'étape 3 se font un petit peu en même temps, c'est que pour chaque argument, tu dois avoir des exemples précis. Alors, pour prouver tes arguments. Alors, où trouver ces exemples précis? Déjà, dans le texte de la contraction, tu dois utiliser le texte de la contraction dans ton essai. Tu peux aussi trouver des exemples, et c'est attendu de toi, dans l'œuvre étudiée en cours. Donc, par exemple, mes élèves vont devoir citer ou parler de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Tu dois aussi utiliser les textes littéraires étudiés pendant l'année. Donc mes élèves, par exemple, c'est Femmes noires de Sangor ou Polly Baker écrit par Diderot, Zamore et Mirza d'Olympe de Gouges et d'autres textes qu'on aura étudiés pendant l'année. Et aussi, tu dois utiliser ta culture personnelle, donc des films, des séries, des BD, même des mangas
des faits historiques ou même de l'actualité. Mais ce qui est important, c'est que tu sois capable d'en parler avec précision, c'est-à-dire de rentrer dans les détails et d'expliquer en approfondissant ce que tu veux dire par ces exemples-là, puisque tu pourrais utiliser un film ou une série que l'examinateur n'a pas vu, et donc on attend de toi que tu sois capable de lui expliquer pour qu'il comprenne ce que tu veux lui dire et pour être convaincant tout simplement. Une fois que tu as les arguments et les exemples, tu peux passer à la quatrième étape qui est celle de l'organisation de ta réflexion. Ça fait partie de l'exercice, c'est très important. On attend de toi que ta réflexion soit structurée par des paragraphes. On attend de toi même un plan, c'est-à-dire d'avoir une grande partie qui est détaillée par des sous-parties, des sous-arguments, et une deuxième partie avec des sous-arguments. On attend même de toi en vérité que dans une première partie, tu montres en quoi le sujet est vrai, en quoi il a une certaine validité, et dans une deuxième partie, que tu viennes un peu pas te contredire, mais dire en quoi il y a des choses qui peuvent le contredire, qui peuvent le mettre en difficulté, en quoi il y a des obstacles, en quoi c'est pas tout à fait vrai, ou peut-être que c'est plus complexe que ça. De construire le plan de cette manière-là, une sorte de oui, mais non, si on veut dire ça de manière grossière, ça va te permettre d'avoir une réflexion nuancée. Et ça, c'est vraiment valorisé dans l'essai. Une fois que tu as un plan en certes mais, avec une grande partie, une deuxième grande partie et des sous-parties à chaque fois, et que tu as des exemples pour chaque sous-partie, bien clairs, bien formulés dans ta tête et sur ton brouillon, tu vas pouvoir passer à la rédaction sur ta copie. Ta copie, elle doit être en 3 étapes. Déjà, une introduction dans laquelle tu vas recopier le sujet, que tu vas ensuite expliquer, analyser comme tu as fait dans ton brouillon, avec des phrases complètes, et écrire la question que tu as reformulée, qui va être en fait ta problématique à laquelle tu vas répondre par ton développement. Ensuite, tu dois annoncer le plan et donc les 2 grandes parties de ta réflexion qui va venir ensuite. Une fois que tu as fait ton introduction, qui est un seul bloc, un seul paragraphe, qui commence par un linéa et qui se finit par un retour à la ligne et même un saut de ligne, tu peux passer au développement. Pour chaque grande partie, tu dois commencer en annonçant la grande idée de ta partie, pour qu'on sache où tu veux nous amener, l'idée principale que tu veux prouver. Et ensuite, tu dois développer à chaque fois un paragraphe par sous-partie. La sous-partie, elle doit commencer par un alinéa, comme d'habitude, tous les paragraphes commencent par un alinéa, et commence par l'argument que tu veux présenter, que tu veux prouver, démontrer dans cette sous-partie. Ensuite, tu dois l'illustrer par des exemples précis que tu dois bien développer, longuement développer pour qu'on soit convaincu de ton argumentation. N'oublie pas que le but, c'est bien de convaincre l'examinateur de la validité de ton avis, de ta réflexion. Une fois que tu as fait ça pour les 2 grandes parties, chaque sous-partie, tu peux passer à la conclusion. Dans la conclusion, il s'agit de répondre à la question que tu t'étais posée au début, dans l'introduction, cette problématique. Et tu dois y répondre en résumant ton argumentation, en rappelant les points importants de ta démonstration et en les articulant entre elles pour montrer que tu as bien détaillé ton avis sur la question. Je te conseille très très fortement de te relire à la fin de ton essai pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, pour corriger les fautes d'orthographe éventuelles, pour vérifier que tu n'as pas oublié des mots dans certaines phrases. Ça arrive quand on écrit vite et qu'on est stressé, on oublie parfois des mots et donc nos phrases ne veulent plus rien dire. Puis pour vérifier justement qu'il n'y a pas des phrases qui ne veulent rien dire parce que les mots ne sont pas au bon endroit ou tu te rends compte qu'en fait la manière dont tu as formulé, c'est absolument pas ce que tu voulais dire. C'est le bon moment de reprendre tout ça calmement, en faisant une pause et en te mettant à la place de l'examinateur pour voir s'il comprendrait ta démonstration. Puisque le but, c'est d'être convaincant. Donc il doit comprendre ce que tu dois lui dire, c'est la moindre des choses. Voilà. J'espère que ces éléments sur la contraction et l'essai te permettront de mieux comprendre ce qui est attendu de toi dans ces exercices.
N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire, je serai ravie d'y répondre et je te souhaite un bon courage pour tes révisions et pour ton écrit de bac.